Salut tout le monde et bienvenue dans le Trail qu'on aime, le podcast des passionnés de trail. Très heureux de vous retrouver en direct de Chamonix à l'occasion du Marathon du Mont Blanc pour un épisode spécial enregistré en physique sur la terrasse de la Folie Douce, à quelques mètres seulement de la place du Triangle de l'Amitié, où prennent place, comme pour l'UTMB, les arrivées de la quasi-totalité des courses de l'événement. Pour m'accompagner dans cet épisode exceptionnel, j'ai la chance de pouvoir compter sur mes acolytes habituels. Nicolas Martin, comment ça va Nico ? Salut à tous, ça va bien, en pleine forme, un petit peu fatigué après ces multiples assistances sur ces courses du Marathon du Mont Blanc, mais un superbe week-end avec globalement du beau temps à part petit orage qu'il y a eu samedi soir, mais sinon tout va bien. Théo Robin, comment ça va Théo ? Ça va très bien, un peu comme Nico, c'était sur le pont depuis jeudi soir entre les soins avec les athlètes, les suivis de course. On a profité aussi pour faire un ou deux footings, mais c'était un très bon event et puis content de débriefer avec vous cet après-midi. Et enfin Mathieu Delpech qui nous a sorti une masterclass de résilience vendredi matin. Comment ça va Mathieu ? Obligé de sortir une masterclass de résilience avec ce départ un peu catastrophique que j'ai fait. Et ouais, ça va bien, je pense que musculairement j'étais assez prêt, donc les quadrilles encore un petit peu marqués, mais je suis assez satisfait de comment ça s'est encaissé. Et ouais, le week-end était éprouvant aussi, parce qu'après ma course, j'ai pris plaisir à être sur les sentiers pour encourager les autres coureurs, donc j'ai hâte de parler de tout ça avec vous. Les amis, au sommaire du coup de cet épisode exceptionnel, que des belles choses faites comme d'habitude avec amour et passion. Une première partie consacrée à un débrief du Marathon du Mont Blanc avec un focus sur le 90 et sur le marathon avec la réception de quelques athlètes qui ont marqué cette édition. Une deuxième partie consacrée aux actus US avec un petit point sur ce qui s'est passé du côté de la Western avec les immenses victoires de Vincent Bouillard et Jennifer Lichter et sur le duel qui nous attend à l'Hard Rock entre Ludo Pomeré et Tom Evans. Et enfin une troisième partie sur les actus chaudes du moment et sur qu'est-ce qu'il va falloir suivre dans les prochaines semaines. Si on a le temps, je ne vous promets rien, je vous ai préparé un petit qui suis spécial MMB pour vous clôturer en beauté l'épisode. Est-ce que tout le monde est prêt ? Nous sommes prêts. On est en forme. Et c'est parti. Juste avant de débriefer ce marathon du Mont Blanc, on va rappeler un petit peu ce qu'est le marathon du Mont Blanc, puisqu'on a vécu une nouvelle très belle édition. Le marathon du Mont Blanc, c'est une épreuve mythique dans le paysage du trail français, créé en 1979 à l'initiative du club alpin français et repris par le club des sports de Chamonix, qui organise encore aujourd'hui l'événement. À l'époque, il n'y avait qu'une seule épreuve, le cross, qui a toujours conservé cette arrivée exceptionnelle sur les hauteurs de Plampras. Ce n'est que 24 ans plus tard, en 2003, qu'une nouvelle distance apparaît, le marathon, qu'on connaît aujourd'hui et qui est devenu au fur et à mesure des décennies la distance phare de l'événement. L'événement est donc rebaptisé le Marathon du Mont Blanc en 2003. En 2011 a eu lieu la création du kilomètre vertical. Le 80 km qui deviendra le 90 km est apparu lui en 2013 et enfin le duo étoilé et la Young Race en 2011. Le Marathon du Mont Blanc a été support d'une manche du Golden Trail World Series de 2018 à 2024, ce qui a permis d'entériner sa renommée en réunissant chaque année quelques-uns des meilleurs coureurs et coureuses du monde. Il est devenu un passage obligé pour toutes celles et ceux qui veulent se confronter fin juin au plus haut niveau mondial et a sacré depuis des années maintenant quelques-uns des plus grands athlètes féminins et masculins de l'histoire. Les Xavier Thévenard, les Kylian Jornet, Rémi Bonnet, François Daen, Caroline Chavreau, Ida Nilsson, Ruth Croft ou encore Blandine Lirondelle. Et encore une fois, cette année, l'épreuve nous a réservé un plateau ultra relevé, une densité exceptionnelle, aussi bien sur le 90 km que sur le cross et sur le marathon. Et c'est justement cela dont on va parler aujourd'hui et notamment commencer par le 90 km qui a eu lieu vendredi matin. On va commencer rapidement avec toi Mathieu. Tu nous as dit que tu avais dû faire preuve de résilience sur ce 90. Tu en avais fait un objectif de ta saison. Raconte-nous rapidement comment t'as vécu ta course. Et dans cette première montée, je savais qu'il fallait être prudent et qu'il fallait être intelligent pour faire une course pleine de ma part, parce que devant, le niveau était vraiment exceptionnel. Clairement, je pense qu'au départ, il y avait une densité la plus relevée que cette course avait connue depuis ses débuts. Peut-être dans les années championnat du monde de skyrunning, il y avait aussi du beau niveau, mais là, le nom des athlètes est... Le trail va de plus en plus vite et clairement on l'a bien vu dès ce début de course avec des chronos exceptionnels sur ce premier tiers de course. Et donc moi j'étais dans mes temps de passage plus ou moins, mais c'était assez dur mentalement de se sentir vraiment loin de cette tête de course, de sentir que je n'étais pas du tout dans le coup. Et après je l'ai quand même bien payé sur le milieu du parcours. Une montée au barrage des Mossons où là c'était très très compliqué. Je me disais redemander des frontales pour pouvoir finir le parcours à mon assistance. Donc ça voulait dire peut-être 5-6 heures de plus que j'avais prévu. Et puis finalement la magie d'Ultra
pas opéré. J'ai l'énergie qui est revenue dans cette seconde moitié où j'ai pu me faire plaisir en remontant un maximum de concurrents possible. Et j'échoue à une petite minute du top 10 sur cette édition, je pense, exceptionnelle du 90. Et ouais, à l'avant, c'était très loin devant et il y a eu quand même des batailles de folie qu'on va raconter, mais c'était une belle journée de sport dans la vallée de Chamonix. Ouais, tu l'as dit, Nico, tu vas on peut nous parler de qui a animé la course sur le devant avec des chronos, comme l'a dit Mathieu, exceptionnels. Une victoire de Louison Coiffé en 9h37. On le rappelle pour celles et ceux qui n'étaient pas au courant, un parcours un peu plus rapide que l'an dernier, qui avait vu la victoire de Théo Détienne en, il me semble, 10h54. Le parcours cette année était a priori plus rapide, entre 25 et 30 minutes selon les estimations. Plutôt 30 minutes, ouais, il y avait plus, pour ceux qui connaissent un peu plus la boucle, vers le chalet de la Lauria, et puis au départ ils sont montés direct sur le départ du KV en fait, donc ça leur a enlevé un petit kilomètre aussi, donc une bonne trentaine de minutes je pense de moins sur ce parcours, mais ça situe la performance de Louison pour la gagne quand même, quoi. Ouais, parce que si on rajoute ne serait-ce que 30 minutes au chrono de Louison, on est à 10h07, donc ce qui retrancherait à peu près 50 minutes à Théo Détienne, même si toutes les années sont différentes, la chaleur, la gestion de la météo est à chaque fois différente, et c'est assez difficile même de comparer les années par rapport à ça, mais en tout cas des chronos assez affolants. Un podium qui se tient en 9h42, c'est Ben Diman qui termine deuxième en 9h38 et Christian Minoujo en 9h du coup 42. Et pour l'occasion, on a souhaité recevoir un des grands animateurs de la course, un athlète qu'on suit depuis quelques années, que connaît bien Mathieu puisqu'il a partagé quelques stages d'entraînement avec lui. On est très content d'accueillir Baptiste Coatantiec à nos côtés pour venir nous parler de son 90. Baptiste, est-ce que les jambes vont bien aujourd'hui ? Les jambes vont bien, mais toujours un peu fatigué. Bon, merci de m'accueillir dans le podcast, les gars, c'est vraiment cool. Ouais, ça a été une course intense. Je pense, comme Mathieu, j'ai dû faire preuve de résilience. On a eu une stratégie peut-être un peu différente. Moi, j'ai plutôt explosé sur la fin de course et été un peu plus fluide sur le début, mais voilà, encore une magnifique 90 du Mont Blanc, qui est une des plus belles courses, je pense, au moins du secteur. Donc c'était ta deuxième fois sur le 90, tu avais terminé 8e en 2024, 11e de l'UTMB en 2025, vainqueur du format 100K du Val d'Aran, une grosse montée en puissance sur Ultra depuis 2023 avec aussi ta deuxième place sur le format 100K du Watch Trouble. C'est une belle confirmation de ton arrivée à haut niveau, cette 5e place sur le 90. Ouais, ça me met en confiance. J'avais besoin de repères, j'ai un peu changé de mode de vie récemment en ayant terminé les études de médecine il y a 2 mois. Et voilà, j'avais besoin d'un peu cibler où est-ce que j'en étais en termes de progression, ce qui a fait que j'ai pris un peu plus de risques que d'habitude sur ma gestion de course. Et ça a plutôt payé, même si j'ai eu le contre-coup aux 2/3 du parcours avec un gros coup de mou. J'étais assez content des sensations, au moins jusqu'à Émosson, et puis de pouvoir tenir jusqu'au bout. En tout cas, c'était un bel apprentissage pour l'UTMB qui sera le gros objectif cette année encore. Ouais, et puis je sais pas comment tu l'analyses, mais les 4 premiers, c'est quand même des coureurs de classe mondiale, hein. On parle du vice-champion du monde Louison Coiffé, de Ben Diman, 2e de l'UTMB l'année dernière, Christian Minoujo qui a fait 4e des championnats du monde, 2e de l'OCC. On va dire que quand tu regardes avec un peu de recul, bon, j'imagine que tu as envie d'aller batailler avec eux, mais tu te dis bon, finalement ils sont devant moi, ça a rien de surprenant non plus, quoi. Baptiste Chassagne qui a fait 2e aussi de l'UTMB, vainqueur de la Diag, c'est des énormes coureurs, quoi. J'imagine que tu aspires à ça, mais ça doit être sympa aussi d'être au milieu de ces coureurs-là toute la course. Oui, c'était une belle surprise pour moi. Moi, j'ai commencé le trail un peu plus tard, j'ai pas beaucoup d'expérience, et le fait de réussir un peu à batailler avec eux, même si j'étais conscient de la différence de niveau, je le voyais bien sur certaines sections, je pensais que ça allait péter un peu plus tôt. Et voilà, le fait de réussir à tenir et puis à prendre du plaisir, à voir qu'en termes de gestion de l'effort, j'étais pas si loin d'eux, ça m'a fait du bien, je pense, au mental, et ça me conforte dans cette démarche qui serait peut-être un jour pouvoir les suivre, mais il reste du boulot. Mathieu, il me semble que tu avais partagé un stage avec Baptiste il y a quelques années du côté de l'Italie, il me semble. À ce moment-là, Baptiste était encore un ultra-trailer naissant. En tout cas, il n'avait pas claqué d'aussi belles performances. Raconte-nous un peu, toi, comment tu voyais Baptiste à l'époque et comment tu le vois aujourd'hui avec les performances qu'il a mises en place. Mais c'était il y a exactement 1 an, on était du côté de Livigno. Et en fait, on avait déjà partagé des petites séances d'entraînement, des petits trucs. Et
La première fois qu'il était venu s'entraîner avec nous, c'était pour préparer des championnats de France dans la Drôme. Et nos 2 préparations s'étaient terminées par des fractures de fatigue. Donc la gourmandise était déjà présente il y a 2-3 ans. Et le stage de Livigno l'an dernier, on avait déjà bien évolué et ça s'est clôturé par une victoire au Val d'Aran pour Baptiste et moi une sélection en équipe de France. Donc ce stage avait été bien payant, un stage en altitude. Et donc ouais, c'est sûr qu'entre ces 2 moments où on s'est rencontrés, on avait tous les 2 fait des fractures de fatigue. Et cette année, il y a quand même une sacrée évolution. Donc content que ça se concrétise pour Baptiste et que son projet professionnel aussi autour de ça évolue. Mais clairement, il a bien progressé. Puis je pense que une de ses grandes forces, c'est la connaissance de son corps, en ayant fait médecine, en réfléchissant bien à tout ce qui se passe et comment améliorer tous ces processus d'adaptation de son corps. C'est une de ses grosses forces et que je pense que ça peut l'amener assez loin, c'est clair. Justement, Baptiste, raconte-nous un petit peu ce que tu fais à côté. Qu'est-ce que tu as mis en place aussi peut-être sur ces dernières années pour continuer à progresser et aujourd'hui à performer à haut niveau? Et ben, ces dernières années, j'ai pas mal jonglé entre mes études de médecine, autour de Grenoble, médecine du sport, et le trail qui a pris une place grandissante au fur et à mesure des années. Ça a été peut-être un peu compliqué avec un mode de vie chronométré pendant les 2-3 dernières années, avec des stages qui étaient prenants, passionnants, et ma passion pour le trail qui grandissait en parallèle. Ce qui m'a conduit à prendre la décision de calmer un petit peu le jeu sur le côté médical et à me dédier un peu plus sur le trail en tentant une carrière pro. Je garderai de la médecine et puis ça m'apporte effectivement, comme le disait Mathieu, au quotidien dans l'entraînement pour comprendre ce qui se passe, pour réussir à monitorer mes entraînements et pour être peut-être un peu critique sur certaines méthodes d'entraînement qui peuvent être parfois peu pertinentes dans certaines circonstances. On sait qu'il y a beaucoup d'effets de mode dans l'entraînement. Peut-être que le fait d'avoir vu chez des patients des phénomènes d'adaptation un peu plus complexe de par des pathologies, ça me permet d'être plus critique sur l'intérêt de ces pratiques à l'entraînement. Et on parle beaucoup de glucides, de chaleur, etc. C'est quelque chose qui est quand même difficile à monitorer. Et oui, le côté scientifique m'apporte là-dessus pour optimiser tout ça. Ouais. Justement, le facteur chaleur, on en a beaucoup parlé ce week-end. C'est un facteur qui devient de plus en plus important pour la performance. Ça l'était ce week-end. Toi, concrètement, qu'est-ce que tu as mis en place sur la chaleur, que ce soit sur la course ou même en amont? Est-ce que tu as fait des protocoles d'acclimatation Ouais, je fais un protocole d'acclimatation depuis maintenant 2 mois. Donc j'ai commencé à faire ça à l'intérieur sur le vélo. Je pense que c'est plus facile d'être sensible, de monitorer la charge pour pas faire trop d'un coup. Puis petit à petit, j'ai fait la transition sur un entraînement plus en extérieur, en me surcouvrant avec des habits d'hiver. Technique à faire de façon raisonnable, dans le sens où c'est, je pense, un moyen très simple de trop en faire. Par contre, une fois acclimaté, ça permet de faire des courses comme celle de vendredi sans trop de difficultés malgré la chaleur. Mathieu, ton retour d'expérience rapide, toi aussi tu as fait un protocole d'acclimatation à la chaleur. T'as été fatigué sur la course, on pourrait peut-être faire le lien que ça t'a peut-être aussi un peu fatigué sur l'avant-course. Est-ce que t'estimes que c'est un élément qui a pu déclencher ça ou pas du tout? Si, c'est une des possibilités. Il faudrait encore qu'on réfléchisse un petit peu pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que j'ai essayé pas mal de déclencher des processus d'acclimatation là depuis 4-5 semaines autour d'Annecy. Et globalement, je suis jamais allé chercher trop loin, mais petit à petit, c'est des fatigues qui s'accumulent. Et ces 2 semaines de prépa sont terminées dans la canicule annécienne. Et je pense que c'est un moment où j'avais prévu un petit peu de faire moins de chaleur, mais juste des rappels. Et au final, j'ai pas trop récupéré. Je pense que ça m'a pas aidé d'être tout le temps dans la fournaise à Annecy. La nuit, tu récupères pas trop, ton corps il redescend pas. Donc peut-être que peut-être c'est un des éléments qui a fait que j'ai traîné de la fatigue et que sur ce début de course, j'avais pas trop de peps, c'est sûr. Nico, Théo, est-ce que vous avez constaté, vous, on a quand même vu pas mal de petits coups de moins bien sur la course qu'on estime avoir été causés par la chaleur. Toi, Théo, tu étais là sur l'événement aussi tout le week-end. Quel constat tu en tires? En tout cas, ce qu'on a vu apparaître, c'est les Ice Bandana. Il n'y en avait pas les années d'avant. Et cette année, toutes les teams, toutes les têtes de course en avaient. Bon, en témoigne, moi et Nico ce matin, on distribuait
des ice bandanas. Nico t'en a distribué, je sais pas, 5-6 à chaque ravito. Donc on voit que cet effet de l'acclimatation à la chaleur et aussi aux stratégies de cooling en course, ça prend de plus en plus de place. Et puis dans tous les cas, ça risque d'être de plus en plus présent avec les années qui vont évoluer, le climat qui se réchauffe. Ouais, juste pour resituer, parce qu'on parle de personnes qui connaissent, mais en gros, il y a deux pôles sur le côté chaleur. Il y a ce qu'on a parlé avant, s'entraîner pour être acclimaté et tolérer la chaleur. Donc ça se fait plutôt en amont de la course. Et puis après, il y a ce qu'on appelle les stratégies de cooling. C'est-à-dire qu'on a beau être adapté, quand il fait chaud comme ce week-end et qu'on fait un effort long, la température corporelle monte jusqu'à, Baptiste pourra rebondir, mais jusqu'à, on va dire, quand ça commence à dépasser, on va dire 39,5, 40 par là, le corps aime pas bien. Et en fait, l'objectif du cooling, c'est vraiment d'essayer de maintenir cette température là assez bas pour que le cerveau se mette pas un peu en verrouillage pour protéger l'organisme. Donc ça se développe vraiment. Le trail est en train de se développer, mais c'est vrai qu'on voit ça dans le vélo pour ceux qui suivent un peu les vestes. Alors ils font beaucoup dans le vélo, ils font même avant les courses. Nous c'est moins intéressant en trail parce que les courses sont tellement longues, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'évolution et c'est vrai qu'on voyait plus de glacières sur le bord des sentiers cette semaine à Chamonix. Théo, peut-être une question pour Baptiste ? Ouais, j'ai une petite question. La dernière fois qu'on en avait parlé, il me semble que tu faisais tes entraînements tout seul. Du coup, je voulais savoir si c'était toujours le cas. Et si tu t'entraînais tout seul, quelle était un peu ta philosophie d'entraînement ? Et potentiellement, quel était le levier que tu pensais actionner jusqu'à l'UTMB pour finir ta prépa ? C'est vrai que jusqu'alors, je m'entraîne tout seul par nécessité, parce que j'avais pas forcément le temps de planifier mes entraînements pendant les études de médecine. Je faisais vraiment en fonction de l'état de fatigue, qui dépendait pas mal de l'investissement à l'hôpital. Là, aujourd'hui, je veux essayer de planifier un peu plus les choses. Je le fais moi-même. Il y a personne qui m'aide à faire tout ça. Mais voilà, s'il y a un petit peu un point central autour duquel tourne toute ma préparation, c'est d'être le plus spécifique par rapport à la course. D'où l'acclimatation à la chaleur pour le 90 du Mont Blanc. Là, je vais switcher sur des entraînements un peu plus axés UTMB, donc de la zone 2, des portions un peu plus roulantes. Et voilà, peut-être qu'à terme, j'aurai besoin de quelqu'un pour avoir des idées un peu innovantes pour pouvoir continuer à progresser. Pour l'instant, je m'éclate à planifier tout seul et je pense que c'est aussi un bon moyen d'être sensible entre le niveau de fatigue, la charge d'entraînement, etc. En tout cas, pour l'instant, ça me réussit bien et c'est cool. Je crois qu'il reste peut-être quelques places chez Nico Martin, donc si jamais on te fera le numéro à la fin du podcast. Rapidement, peut-être parler aussi t'es un athlète qui court pour ACG, Nike. On se pose beaucoup de questions sur la marque, sur son investissement dans le trail. Toi qui es concrètement dans le projet Nike Trail, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de comment ça se passe ? Est-ce que tu es très accompagné, pas assez ? Quel bilan tu en tires de cette expérience avec Nike ? Ouais, c'est vrai qu'on me pose beaucoup cette question-là. Alors Nike, ils ont mis le paquet sur le trail depuis maintenant une bonne année. Donc il y a toute une structure qui est plutôt localisée aux USA, avec une équipe axée sur la performance, d'autres sur le matériel, d'autres sur la gestion plus des athlètes de la team. On est assez peu en Europe, mais l'équipe va prochainement s'étoffer. Et voilà, l'idée, c'est qu'ils nous laissent une certaine indépendance pour créer notre structure. Donc, on a une part de financement assez importante pour ça. Et en parallèle, ils nous proposent des stages, une équipe de chercheurs dédiée justement à la course à pied, même particulièrement au trail, si on a des questions un peu plus pointues. Et voilà, Nike, c'est un peu la version premium sous toutes ses formes. Donc, en termes de retour qu'on peut avoir sur le matériel, d'accompagnement, quel qu'il soit pour l'entraînement ou autre, c'est le top du top. Donc nous, en tant qu'athlètes, on se sent vraiment bien valorisé et en tout cas, le projet il est en train de grandir énormément, on se sent écouté et en tout cas, ils ont les moyens de faire les choses bien. Donc je suis trop content de faire part de cette histoire-là et je pense que ça va prendre des dimensions qui sont bien plus importantes que celles qui étaient il y a quelques années. Juste avant de faire un petit point sur le podium femmes, puisque Nico, tu as aussi suivi cette course-là avec attention, puisque tu es sur les ravitaillements de Audrey Tanguy. Un petit mot peut-être, Mathieu, sur Xavier Thévenard, qu'on aurait beaucoup aimé avoir ce dimanche sur le podcast. Malheureusement, il est rentré dans son Jura. Ça faisait très plaisir de le revoir avec un dossard, encore plus sur une course qu'il a déjà remportée d'ailleurs en 2017 et en 2019. Raconte-nous, toi, t'étais assez proche de Xav, tu l'es sûrement encore un petit peu. Tu l'as eu aussi au téléphone juste après la course. Raconte-nous un peu comment il a vécu ça.
Ouais, pas mal d'expériences partagées avec Xavier, ce qui a fait que c'était assez spécial de voir son retour et c'était un privilège d'être là dans ce petit sas de départ où il y avait un nombre d'élite qui était exceptionnel, mais au final, quand Xavier est arrivé, tous les regards se sont tournés plutôt vers lui, celui qui a déjà remporté 2 fois le 90, 3 fois l'UTMB. Forcément, c'est une grosse partie de l'histoire du trail français, c'est Xavier qui l'a porté. Et après toutes ces années de galère, il était vraiment content de pouvoir recourir. Donc ça m'a fait plaisir de le revoir comme ça sur les sentiers et puis d'être là à son arrivée, de revoir tout le monde qui s'est amassé, la foule. Vraiment, c'était beaucoup d'émotions de voir Xavier et son retour. On le rappelle, il se bat avec la maladie de Lyme depuis 6 ans maintenant. Et son dernier gros résultat remonté à 2019 et sa deuxième place à l'UTMB derrière Pau Capel. Donc effectivement, ça fait très très plaisir de le revoir, même si c'est pas à haut niveau, en tout cas de le voir capable de terminer des courses aussi compliquées que le 90 du Mont-Blanc, ça fait vraiment plaisir. Nico, la course femme, raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé. On a vu une magnifique bataille entre deux Françaises, Candice Fertin et Audrey Tanguy. Finalement, Candice qui l'a emporté quelques minutes devant Audrey. Je l'ai dit, tu étais sur les ravitaillements d'Audrey. Raconte-nous toi comment tu as vécu ça de l'intérieur. Ouais, moi j'avais mis Candice un peu comme favorite parce qu'elle avait vraiment ciblé cet objectif. Audrey, c'était vraiment une course, je sais pas trop comment la définir, mais bonus on va dire, après son titre de championne de France et puis sa 6e place au championnat d'Europe. On n'en avait pas du tout parlé, elle m'en avait parlé peut-être 2 semaines avant les Europes en me disant peut-être j'irai au 90 derrière. Juste après les Europes, c'était je sais pas trop, et puis 4-5 jours après elle a dit bon allez j'essaye, je pourrais pas trop faire de course cet été parce que elle a d'autres projets. Donc je lui ai dit vas-y on essaye. Je sais pas si elle avait fait plus de 4 heures de sortie à l'entraînement. Donc pour ceux qui connaissent un peu, mais le 90 on fait quand même un peu plus long souvent. Donc j'étais un petit peu inquiet par rapport à sa capacité à finir, on va dire le dernier tiers de la course. Et effectivement ça a été un petit peu compliqué, mais elle s'est bien bataillée avec Candice durant une grande partie. Après comme je dirais un peu d'habitude, les différences se font souvent là, dans cette section-là, entre, on va dire, le Châtelard et le Tour. Souvent, cette montée de tête de balme fait des grosses différences. Ma compagne, Jennifer Lemoine, quand elle a gagné en 2023, c'est pareil, elle était partie là. La Candice a fait l'écart et puis elle a creusé jusqu'entre 10 et 15 minutes. Après, ça s'est plutôt stabilisé sur la fin. Et bon, forcément, il manquait un peu de borne pour Audrey sur la fin. Donc, j'essaie de bien la motiver au bois pour finir en lui disant allez accroche-toi, le podium est pas loin. Alors c'est vrai que c'était une bataille quand même assez dure parce que des fois le podium est un peu dessiné, bon t'es 2 ou t'es 3, c'est presque pareil entre guillemets on va dire, mais là elles étaient 2 en chasse derrière Audrey, Katerina Mitiaeva et Katarina Armout, et elle réduisait un petit peu l'écart, donc pas mal de stress pour Audrey, mais bon elle grimpe vraiment bien et elle a refait un petit peu la différence dans le montant derrière, mais c'était sympa. Moi, je trouvais que c'était cool. Candice à la maison qui gagne, et puis Audrey qui clôture sa première partie de saison quand même. Je pense qu'en début de saison, je commençais à travailler avec Audrey en fin d'année dernière. Si on m'avait dit qu'elle allait faire championne de France, 6e des Europes et 2e du 90, je pense qu'en tant que coach, j'aurais signé. Donc, et elle en tant qu'athlète aussi. Donc, c'était plutôt sympa à vivre. Bon, on a dit qu'on allait améliorer le ravitaillement parce que c'était quand même, elle m'a donné le ravitaillement le jeudi, juste avec pas d'informations. Donc, j'ai dû faire le plan de ravitaillement moi pendant la course, en me disant c'est un entraîneur connaît normalement bien son athlète, donc je me disais bon, je ne vais pas mettre trop de glucides parce qu'elle s'entraîne pas trop à manger à l'entraînement, mais c'était sympa et puis c'est même cool dans le projet en se disant finalement il y a encore quelques leviers à activer pour aller peut-être un petit peu plus haut. Ouais, et puis en tout cas une magnifique victoire de Candice qui confirme sur de l'ultra et qui vient claquer sa plus grosse performance en carrière jusqu'à présent. Elle qui était habituée aux places d'honneur gagnées chez elle à la maison cette course mythique. On l'a eu rapidement par message. Elle était ultra contente. D'ailleurs, on lui avait proposé de venir enregistrer avec nous. Malheureusement, elle a pas eu le temps, mais Candice, nul doute qu'on l'invitera pour un prochain épisode. Et Katerina Mitiaeva, la Russe, qui termine 3e. Baptiste, on te retrouve, il me semble, à l'UTMB dans un peu moins de 8 semaines. Ça va être quoi les gros leviers d'amélioration par rapport à l'an dernier et ta 11e place ? Ouais, ça va venir vite. 11e place, j'avais mis 21h40 et quelques, donc j'aimerais passer sous les 21h. Alors peut-être que cette année, vu la densité, ça fera top 30, mais peu importe, le but ce sera d'être meilleur que l'année dernière, puis de bosser un petit peu, d'activer tous ces leviers de progression, et puis faire cette belle boucle. Je pense que quel que soit le temps,
arriver à Chamonix par l'autre côté de la montagne, ça fera toujours quelque chose. Donc ouais, j'ai très très hâte d'être au départ et déjà de me reposer de la course parce que le 90 était quand même intense et puis de reprendre l'entraînement pour être au top de la forme dans 2 mois. C'est l'objectif principal. Il va prendre les temps de passage d'un autre médecin, Thibaut Garivier, qui a terminé 5e l'année dernière. Ça t'amènera sous les 21h normalement. Ce serait beau. Et si tu devais mettre une petite pièce sur peut-être un Bendiman ou un Betchassan pour aller chercher la gagne, on l'a vu, Bendiman 2e, très impressionnant au fight jusqu'au bout avec Louison. Ça sera un des très grands favoris sur l'UTMB. Est-ce que tu en fais l'un de tes favoris? Ouais, les deux sont vraiment exceptionnels. Avoir pu courir avec eux, c'était chouette et j'ai pu constater l'aisance qu'ils avaient sur les parties notamment plus roulantes. Et on sait que l'UTMB, c'est principalement des parties où il faut dérouler. Donc ouais, que ce soit Baptiste ou Ben, pour moi, c'est pas du tout des outsiders. C'est vraiment parmi les très grands favoris de la course et j'ai hâte de les voir courir, ça va être trop bien. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. C'était un vrai plaisir de t'avoir et puis on va suivre ta préparation et bien sûr te suivre aussi sur l'UTMB. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci les gars. Merci à toi. Salut. On va en profiter juste avant de débriefer le marathon du Mont Blanc. Il me semble que notre ami Alexis Rosset est dans les parages. Je le vois juste à côté de moi. Je le vois prêt à intervenir et à venir nous voir pour nous faire une petite rubrique sur le marathon du Mont Blanc. Alexis, speaker de l'événement, grand animateur du live du marathon et du 90, qui est venu nous voir pour nous raconter un petit peu les 10 choses qu'il a pu retenir sur ce marathon du Mont Blanc. Mais juste avant, Alexis, déjà, comment ça va? On est tous cramés. Est-ce que toi, tu es cramé aussi? Bah la même. Le dimanche après-midi, c'est un peu comme un lendemain de soirée, tu sais, tu végètes petit à petit, mais week-end hyper beau, week-end intense, on a vibré. Ça a démarré vendredi en fanfare avec ce 90 km et tout au long du week-end, puis on finit en beauté avec, je pense, une course magnifique à tout point. Tu viens nous voir aujourd'hui pour nous faire une petite liste des 10 choses que tu as retenues sur le marathon du Mont Blanc et ça va aider les auditeurs et les auditrices à se faire une idée de ce qu'il y a à retenir de ce marathon. Alexis, c'est à toi. Eh bien, merci de me relaisser la parole. Effectivement, salut l'équipe, merci encore de m'accueillir. C'est donc le retour du fameux Troubadour Show. Normalement, on doit dire, les gens ils disent ouais, merci pour vos retours, ça fait chaud au cœur, continuez de donner de la force. Bon, la réalité est bien différente, c'est que depuis ma première chronique, j'ai juste eu un appel de ma grand-mère à qui j'ai envoyé le podcast et elle m'a dit tu parles drôlement bien, hein. Mais elle m'a rajouté c'est sur quelle fréquence que je dois mettre le radio réveil pour continuer à t'entendre. Alors désolé mamie Colette, mais la route vers les studios de France Inter, ils sont encore loin, mais je lâche pas, j'abandonne rien. Pas comme ma dernière TDS. Allez, bisous mamie, on y va. Donc bref, voilà, nouveau billet d'humour aujourd'hui sur ce magnifique cadre. On est sur la terrasse de la Folie Douce. Il y a des concours de bombes qui se font juste au-dessus, c'est magnifique. Mais d'ailleurs, moi quand j'entends Folie Douce dans le trail, ça me fait rire. Je me demande à quoi ça ressemble. C'est genre, imagine se faire un flash de ceinture, tu vois, avec du sirop de pêche à 21h30 en s'automassant. Ou encore oser une séance d'intensité sans avoir fait les postures chien tête en bas et fleur de lotus, puis partir sans son brassard cardio. Ça c'est un autre sujet, j'y reviendrai, mais ça me tend vachement. Mais on le garde pour plus tard. Allez, on y va actuellement en pleine Coupe du Monde de football qui d'ailleurs suscite autant d'intérêt que les derniers championnats d'Europe de trail. On dit souvent que l'essentiel c'est les 3 points, mais on va laisser ça aux amis du ballon parce que nous on a les pieds carrés et les ongles pétés, ma gueule. Allez, je me suis donc permis en sortie de cuisson d'un week-end intense de vous partager mes 10 points marquants de ce MMB 2026. Pourquoi 10? Parce que 1 de perdu, 10 de retrouvé, ça marche à la fois pour tes Love Story mais aussi pour tes Running Stone. Je vous laisse gamberger. Point numéro 1, il fait chaud. Une western plus froide qu'à Cham, doudoune à Auburn, pina colada à Chamonix. On en rigole, mais j'espère juste que c'est pas Greta Thunberg qui viendra me remplacer au commentaire du live dans quelques années. Le point 2, c'est le retour du Xav. Ah, Xavier Thévenard, moi c'est ma Madeleine de Proust du week-end. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. L'époque des sorties longues 4 heures avec Grenadine et Granny. Celle où on ne croisait pas les Clem qui courent, mais plutôt le Mathieu qui marche, la Stéphanie qui jogue, le Pierre qui roule, la Catherine du café, et le Jean du jardin. Donc merci Xav pour les frissons, t'es le trailer qu'on aime. Le point 3, c'est Chameland est ouvert. La capitale du Community Run. Bien que la Paris Fashion Week nous a tenu la concurrence cette semaine. Mais encore tu viens pas à la soirée de... Je vous laisse compléter la phrase par n'importe quelle marque de l'industrie de cette phrase à trous. Donc ça sonne officiellement comme le retour de Chamonix, pour le meilleur comme pour le pire. Cham is Cham, qu'on le veuille ou non. Le plateau d'or. Ce week-end, ça ressemblait à ce bon vieux plateau de fruits de mer à 150 € à Port-le-Cat que tu regardes en salivant, avec uniquement des bons produits de la mer, pêchés du jour et responsables. Donc vive les gros poissons, c'était beau et bon, comme le pain de Miaris, messieurs. Point 5, c'est le trail sur la chaîne L'équipe. Si vous étiez branchés aujourd'hui, on a
On a retransmis pour la deuxième année consécutive le 42 km sur la TNT. Oui, je dis encore TNT, c'est historique. Appelez-moi Stéphane Bern. Donc entre les demi-finales d'Aqua Fléchette et le match de cricket des U18 de l'équipe réserve de Pontarlier, ça fait plaisir d'avoir de la course à pied en sentier sur la Téloche, surtout sur un format comme celui du marathon, sur lequel on s'est éclaté aujourd'hui. Le 6e point, c'est la 47e édition de ce marathon du Mont-Blanc, on l'oublie, mais pour l'histoire. C'est le premier cross du marathon du Mont-Blanc, le 23, était en 1979. Alors à l'époque, on disait pas trail. Alex Viol avait moins 17 ans et Nico Martin était déjà Master 1. Comme quoi, les vieilles choses qui se patinent le font avec beauté. Le point 7, c'est le 90 km Gladiator. Alors excusez mon français, mais salaud, c'était sûrement le plus relevé de l'histoire. Un peu comme ce plat qu'on t'annonce à l'Indien, le chicken tikka masala un peu trop épicé, puis peu épicé on te le dit, puis après tu finis qu'à boire la brique de lait en cuisine. 8e point, c'est Ascenseur Rémi, je l'ai surnommé. Alors bien qu'on aime à dire que les Suisses ils sont lents, le fameux, il n'y a pas le feu au lac. Aujourd'hui, il a seulement arrosé au lance-flamme le lac Léman ou le lac de Genève comme ils disent. Bref, Rémi c'est un sacré bon funiculaire. Mon point 9, c'est Tové, t'es pas prêt. Je vous refais pas le scénario parce qu'il y a déjà Quentin Tarantino qui est déjà sur le coup pour racheter les droits et en faire un nouveau Kill Bill avec elle. Ça va faire un sacré blockbuster. Et enfin, le 10e point, c'est un point un peu plus sérieux, c'est l'amour aux bénévoles. Hier, si vous avez suivi un peu les épisodes avec le duo étoilé, nos bénévoles vont bien, mais c'est vrai qu'ils ont eu une grosse frayeur. J'aimerais terminer par eux parce que c'est la base, c'est le socle, c'est ceux sans qui la pyramide, elle s'effondre. Aujourd'hui, ce week-end, ils étaient plus de 1000 pour 10 000 coureurs, plus de 1000 bénévoles mobilisés. Et je crois qu'on le banalise un peu trop souvent, on le prend trop pour acquis, mais René, Michel, Bernard, Mireille et Rodolphe, ils sont pas éternels. Les dinosaures, c'est quand même au son. Et sans ces musiciens de l'ombre, il n'y a pas de fête. Alors je crois que fermement, moi, qu'une des limites à l'expansion de notre sport à travers les courses, elle se fera par le fait de ne pas savoir rendre l'appareil. Alors toi qui écoutes, je t'incite à prendre une petite journée dans ton année pour faire fermeur du 40 km de la Belette Cendrée, ou alors couper des oranges dans un gymnase, ou encore se poster par une intersection pour avoir le doux plaisir d'annoncer « Allez, accroche grand, c'est pas loin, devant ». Alors qu'en fait, tu as eu le temps de boire ton café, d'appeler ton oncle qui vit dans le Cantal, quand il y a du réseau, et de faire des blagues toutes nazes au PC Course en t'amusant avec la radio. Voilà messieurs, c'était mes 10 points du week-end. Je sais pas quels étaient les vôtres, mais en tout cas, moi j'ai vécu un très très beau week-end. Merci. Magnifique. Merci beaucoup, monsieur le troubadour, Alexis Rosset, qui nous a fait le plaisir et qui nous fait le bonheur d'être rentré dans l'équipe du trail qu'on aime depuis quelques semaines. Merci beaucoup. D'ailleurs, on va peut-être rapidement revenir sur ce qui s'est passé. Effectivement, t'en as parlé rapidement avec les bénévoles, mais hier soir, donc samedi soir, à l'occasion du duo étoilé et de la Young Race, on a eu des gros orages et 2 personnes qui ont été électrisées légèrement. Et des athlètes, des jeunes notamment, qui ont dû rester en montagne et dormir au refuge du Plan de l'Aiguille parce qu'ils étaient dans l'impossibilité de redescendre jusqu'à Chamonix. On était pas très loin, Alexis, parce que moi j'étais à l'arrivée de la Young Race. Toi t'étais speaker. C'était une situation un peu bizarre. On n'avait pas trop d'infos. L'annulation des courses a été annoncée relativement tard. Toi, tu devais être dans une position assez particulière puisque tu étais speaker, tu devais continuer d'animer. Puis en même temps, tu commençais à avoir les infos comme quoi la course était arrêtée. Peut-être nous raconter rapidement comment toi, tu as vécu la situation. Ouais, c'est vrai qu'on avait vécu un samedi déjà un peu différent parce qu'on devait faire partir la course des jeunes The Young Race à 15h, qui a été décalée à 19h, mais qui est pas plus mal parce qu'en raison des fortes chaleurs, je pense que c'était mieux pour les jeunes. On a vécu un beau départ à 19h des jeunes et tout de suite après à 19h30 on a fait partir le duo étoilé. C'est vrai qu'après les orages sont arrivés, là on a vu les jeunes arriver sous l'orage et puis on voyait les éclairs, la foudre, et c'est vrai qu'on était assez inquiets de ce qui se passait. Et c'est vrai que là faut pas tomber non plus dans l'emballement et pas tomber dans rajouter de la drama un petit peu à ce qui se passe, mais on a les infos au compte-gouttes. C'est vrai que tout le monde, c'est des petites discussions un peu de niche, mais c'est vrai que c'est jamais facile pour une organisation de gérer un petit peu ces gestions de crise. Et puis du coup ils ont bloqué les coureurs effectivement au Montant-Vert et sont redescendus par eux-mêmes pour la plupart. Et les jeunes, c'est vrai que 22 jeunes ont passé la nuit au refuge du Plan de l'Aiguille. Bon, je pense qu'ils ont passé quand même une bonne soirée avec tout le monde là-haut et ils sont redescendus. Les parents étaient prévenus. Mais c'est vrai que je pense que ça va faire partie des réalités des années futures, hein, ces épisodes, ces micro-épisodes climatiques qui vont nous frapper. En tout cas, l'organisation a bien réagi, je trouve, en arrêtant tout de suite la course au Montant-Vert, en évitant peut-être le pire sur ce balcon entre le Signal Forbes et le Plan de l'Aiguille. Et puis après, tout est revenu à la normale. Et ce matin, on a vécu une magnifique course et on pense encore à tous ceux qui sont sur le balcon sud où il fait chaud. On va pas rentrer dans le débat et épiloguer longtemps sur ce sujet puisque déjà on n'a pas de membre de l'organisation qui pourrait réagir avec nous, donc ça sert à rien d'avoir des supputations dans le vent. Alexis, merci beaucoup.
T'as fini de bosser là, c'est bon? Tu peux rentrer à la maison, Oui. te reposer? Demain c'est lundi et demain c'est repos. Eh ben parfait. On te remercie. On te dit à très vite et puis on va en profiter pour passer sur le débrief du marathon du Mont Blanc qui a eu lieu ce dimanche matin avec la réception de Pierre Galbourdin et de Émilie Bull, respectivement 10e de la course masculine et 4e de la course féminine. Pierre, 3e français de la course derrière Fred Tranchant qui nous a sorti encore une masterclass avec une 2e place et puis une très belle course de Loïc Robert, 6e, et puis Émilie qui nous a sorti une magnifique 4e place derrière les 3 ogres du jour. Ils vont nous raconter un petit peu comment ils ont vécu la course, mais rapidement, peut-être Nico, tu étais de nouveau sur le terrain, bien sûr, avec ta belle glacière quand je t'ai vu à Valorcine. Tu suivais bien sûr les athlètes Brooks. Parle-nous un petit peu de toi, comment tu as vécu le marathon aujourd'hui. Ouais, on avait une très très belle délégation d'athlètes nous chez Brooks parce qu'on avait malheureusement que 7 hommes au départ puisque notre seule féminine qui était prévue, Julia Fonte, s'est un petit peu blessée ces derniers jours, donc elle n'a pas pu être au départ. Donc ouais, et en plus ils étaient hyper groupés au premier ravitaillement là autour, donc je failli rater d'ailleurs Pierre Galbourdin qui était pas dans la même couleur que tous les autres et du coup j'étais conditionné à avoir du jaune et à donner et il est arrivé en bleu et j'ai failli le rater, mais non, une très belle bataille, un peu le groupe des gros favoris qui s'était un tout petit peu détaché au niveau du tour, et puis ensuite Alexis en a parlé, mais Rémi, on savait qu'en montée, la semaine dernière il a encore battu son record à Niré-Vu-Molaison, qu'il est au-dessus du reste du monde dès que ça grimpe, et il a monté assez fort. Il était suivi de Kevin Kibet dans cette ascension. Notre champion du monde Fred Tranchant était pas si loin. Fred a pris un petit peu le lead dans la descente sur Valorcine, et puis après Rémi est revenu, il m'a dit ouais, je me suis dit si j'arrive à rentrer dans la descente ça va peut-être le faire cogiter un petit peu mentalement, et puis ensuite il a mis la surmultipliée dans la partie montante, alors qui est entrecoupée d'une descente au niveau du Béchar, mais la longue partie ascendante jusqu'à la Flégère, et là il a creusé un petit peu, puis il a gardé cette avance dans la descente sur Chamonix, et puis derrière c'est un petit peu explosé. Derrière, du coup, Fredo a fini deuxième. Après, il y avait un petit trou. C'est Manuel Mérias qui a complété le podium en faisant une belle remontée. Côté français, très très belle remontée de Loïc Robert, qui était pas super bien classé à Valorcine et qui fait une très très grosse fin de course pour terminer 8e si je dis pas de bêtises, et 7e et premier français. 2e. Ah oui, Fredo, pardon. Mais Fred, je le mets toujours à côté, pardon. Et il est tellement impressionnant. Et puis non, sinon du côté des féminines, ça a été c'était un petit peu la blague hier, mais on se disait le seul quand on essayait de pronostiquer, on se disait qui va faire 2e, 3e, et parce que Tové est tellement impressionnante, elle a fait un cavalier seul, et elle a à cause, ou je sais pas, on peut dire de Pierre, elle fait pas top 10 puisque Pierrot a fini juste quelques secondes devant Tové, mais elle a franchi, on explique peut-être pour nos auditeurs, les féminines partent 30 minutes avant le reste de la course, on va dire, et notamment les élites hommes, et normalement c'est calculé pour que l'arrivée soit assez proche, et là elle est arrivée bien 8 minutes avant Rémi, qui est quand même arrivé 2e sur la ligne, mais Tové 4 heures, moins de 4 heures, 3h55, 0,5 ou 0,7, ce qui est, pour ceux qui connaissent le parcours, c'est absolument fou. En plus il faisait chaud aujourd'hui, donc cavalier seul de Tové, et puis derrière ça a pas trop bougé, Ida Ropsham, la norvégienne, je pense c'était 2e dès le 3 ou 4e kilomètre, et est restée 2e, mais dans une bataille assez proche toute la course avec Naomi Lang. Peut-être que le plus gros écart c'était sur la ligne d'arrivée finalement, je pense, où il y a 2 minutes à peu près. Grosse bataille, et puis notre invitée Émilie qui a fait une très belle course et qui est venue prendre la 4e place. C'était vraiment un chouette événement avec des conditions quand même difficiles, donc on a vu aussi quelques coureurs un peu exploser avec cette chaleur qui était présente. Surtout c'était pour ceux qui connaissent un peu la vallée de Chamonix, il faisait quand même, moi je trouvais, doux le matin à Chamonix. Souvent, même quand il fait chaud l'après-midi, il y a toujours un peu de fraîcheur. Là, toutes les courses, on était plutôt sur des 17-18 degrés dès les starts, et ça veut dire, Pierre pourra en parler, mais on en a parlé avant du cooling, mais dès le départ, Pierre avait des glaçons et tout, parce que il pourra l'expliquer, Émilie aussi, mais je pense qu'il a fait chaud toute la course, aujourd'hui, même quand ils étaient un peu à l'ombre,
Ouais, les stratégies de cooling. Alors Rémi, curieusement ou pas, n'avait pas lui de Ice Bandana. Ils étaient plusieurs, je crois, dans le top 10 à pas en avoir. Et vous, chez Brooks, vous avez pris la décision, en tout cas, de le prendre dès le début. Toi, Émilie, est-ce que tu as mis en place des stratégies aussi de cooling? Est-ce que tu avais un petit bandana? Et ben, je pense que je l'ai pris un peu tard. Je l'ai pris à la flégère. Donc j'aurais dû vraiment le prendre plus tôt parce qu'il faisait vraiment chaud toute la montée de la flégère. Mais au début, moi, j'ai pas ressenti forcément trop chaud par rapport à l'année dernière, le début. Et après, par contre, mais c'est peut-être aussi parce que j'avais pas anticipé, mais voilà. D'ailleurs, est-ce qu'on disait qu'il y avait une évolution et que ça devenait de plus en plus tendance, mais aussi forcément pertinent d'utiliser le Ice Bandana? Est-ce que vous avez souvenir que l'an dernier, il y avait beaucoup de personnes avec un Ice Bandana? Parce que finalement, il faisait chaud, mais il faisait pas guère plus chaud que l'année dernière, finalement. On avait vu les serre-têtes un petit peu, notamment chez Brooks, là, je sais plus comment ils s'appellent, ceux des triathlètes avec les petites pierres, là. Omnium. On a vu ça il y a 2-3 ans, mais en vrai, là, il y a une vraie rupture par rapport aux années précédentes, quand même. Émilie, justement, je continue avec toi. Tu as terminé 11e l'année dernière. On imagine que tu revenais avec de l'ambition. 4e cette année, tu améliores ton chrono de 10 minutes. On t'a vu, on t'a suivi un petit peu tout le long. T'as été très vite quand même assez sur le devant au niveau du peloton féminin. Une très belle gestion. On te voyait un moment sur le live aussi dans la montée de la flégère, je crois, où tu maintenais une très belle allure. Comment t'as vécu toi la course de l'intérieur? Et ben de l'intérieur, moi je suis partie quand même sur une allure bien soutenue, mais sans être trop cramée. Avant, on va dire jusqu'au tour, voilà, une allure bien. Et après, par contre, la montée, je me suis dit, je vais mettre un peu un meilleur rythme. Et avec la chaleur, c'est vrai que ça a un peu tapé. Donc, je suis revenue sur la française. Comment elle s'appelle? C'est une cata. Charlotte, non? Charlotte, Charlotte. Qui d'ailleurs qui a fait 11e. Je suis revenue sur Charlotte et puis après dans la descente des posettes, je suis revenue sur celle qui fait 5. J'ai une cata. La Je suis un peu nouvelle. Bianca Thornton, je pense. Voilà. Ou non, peut-être pas elle. Si, c'est ça, c'est tout bon, c'est ça, désolé. C'est chaud, hein? Oui, j'étais pas bourrée, hein. Non. Et puis après j'ai vraiment, à partir de Valorcine, on m'avait dit c'est là que ça commence la course, et là j'étais déjà cramée, j'ai dit purée, je suis bien. Et finalement, je revenais petit à petit sur la 4e. Je crois que c'était une Allemande qui, à mon avis, je la connaissais pas, qui venait sûrement de la course sur route, vu son profil et tout. Ouais. Qui a dû chuter parce que je l'ai vue au tour et elle est restée plusieurs minutes avec son compagnon et elle se tenait un peu le coude et le genou. Donc, Ah, elle a chuté parce que moi, elle s'était arrêtée parce que j'étais toute la montée avec elle, la flégère, le début, et après en fait elle se tenait et je lui ai demandé si ça allait. Et j'avais l'impression que c'était plus des crampes, mais peut-être qu'après elle a chuté. Ça, je sais pas. Et du coup, je l'ai doublée et après j'ai essayé de résister un peu à la souffrance. C'était quand même vraiment dur. Vraiment, j'en ai quand même vraiment souffert, mais après je suis super contente du résultat et de la façon à laquelle j'ai couru aujourd'hui. Après, on te rassure, je pense que c'est dur pour tout le monde, là, cette section, entre un peu après le col des montées jusqu'à la flégère, c'est vraiment quand même, on commence à être fatigué, c'est en pleine chaleur. Moi, j'ai fait quelques fois le marathon du Mont Blanc, c'est quand même quand t'es dans une bonne journée, c'est quand même très, très dur au niveau même perceptif de cette chaleur. Et, pour parler du cooling, je pense que c'est aussi ça, c'est essayer d'améliorer le perceptif pour les athlètes, qui est moins cette sensation de chauffer, qui peut aider un petit peu, même si peut-être ça se voit pas tellement sur la performance directement, mais en tout cas, sur la sensation, ça peut quand même jouer, quoi. Pierre, est-ce que tu as eu chaud? Non. Oui, très chaud. Très, très chaud. En 2024, tu revenais après, tu avais malheureusement DNF en 2024, tu revenais du coup avec aussi, là on l'imagine, quand même pas mal d'ambition, puisque depuis 2 ans, on t'a reçu dans le podcast bien sûr, et tu as quand même montré de très belles performances. Toi, raconte-nous du coup comment tu as vécu la course un petit peu. Ouais, très chaud comme tu disais. On a le départ, comme Nico disait, 30 minutes plus tard. Donc on a peut-être à peine plus chaud plus tôt dans la course, on va dire. Jusque le tour, ça allait bien. Après, ça part tellement fort que tu arrives à le tour, tu te dis en fait, je pensais être bien, mais tu es quand même déjà un peu entamé. La bosse des posettes, je l'ai fait à mon rythme. Ça montait quand même assez fort. Je suis resté aux alentours de la 15e, 20e place. Et ouais, j'ai commencé à bien cuire dans les posettes. La descente...
J'étais un peu derrière Manu, Merias et Raoul Raus qui étaient ensemble et je les ai vus partir à une vitesse dedans. Et du coup, j'avais l'impression de ne pas descendre vite, alors que j'ai regardé Strava en attendant là et j'ai fait une très bonne descente. Donc, ils ont vraiment dû redescendre comme des zinzins sur la partie, le haut là, un peu technique. C'est vraiment impressionnant ce qu'ils ont fait. Et la descente sur Valorcine, j'ai commencé un peu à cramper, donc assez tôt dans la course finalement. Et après la fin, c'est de la survie. Tu essayes d'avancer, tout le monde est en train d'exploser. Tu te dis que ça va exploser plus devant et c'est. Ouais, j'ai vraiment poussé loin mentalement parce que physiquement, j'étais pas dans un super jour, pas avec des méga jambes. Donc, je suis content du résultat final, même si voilà, il y a plein de choses à améliorer. Mais par rapport à un DNF il y a 2 ans, je suis satisfait du résultat et puis surtout de la manière où je me suis accroché. Peut-être une question pour tous les deux. Comment vous adaptez votre nutrition ? Parce qu'on parle du cooling, c'est très important, mais bien sûr, c'est pas le facteur le plus prépondérant dans la performance. Avec la chaleur, la nutrition, est-ce que vous adaptez votre nutrition, peut-être en réduisant le grammage de glucides, en peut-être prenant un peu plus d'eau sur vous ? Racontez-nous un petit peu, vous, comment vous avez géré ça ? Et moi d'habitude je prends 2 flasques de boisson et là j'ai à chaque fois pris, sauf au départ, une flasque d'eau. Parce que c'est vrai qu'avec les gels, difficile que ça passe. Donc tu avais une flasque de boisson et une flasque d'eau ? Ouais, à chaque ravito, sauf au départ. Et après, j'ai quand même un peu réduit aussi les gels quand même. Mais pas énorme. J'ai réussi à maintenir, à la fin, on va dire. À la fin, j'ai un peu écœuré et du coup un peu réduit, surtout sur la fin, à partir de la flégère où j'avais prévu 2 et je n'ai pris qu'un. Pierre ? Ouais, même chose ici, un peu plus d'eau que s'il avait fait moins chaud, ça je pense que c'est assez logique. Un peu plus aussi de sodium, les électrolytes dedans pour... on transpire quand même plus quand il fait chaud que quand il fait froid, là pareil, assez logique. Et j'avais prévu de manger à peine plus, pareil sur la fin, je sentais que l'estomac ça commence à pas être à 100%, donc un peu moins de gel que prévu, mais essayer surtout de s'arrêter à chaque ravito où tu peux choper de l'eau et t'arroser un max, je pense que c'était vraiment ça la clé aujourd'hui, quoi. Ouais, ça on peut rebondir très rapidement, mais c'est vrai que c'est important, je pense, de pas partir qu'avec de la boisson quand il y a ces conditions, parce que c'est assez dur d'anticiper ses vrais besoins hydriques, parce qu'on transpire beaucoup et à partir d'un moment, surtout dans la partie finale, on a souvent très très soif. Et c'est vrai que des fois, si on met trop de boissons, on va vite avoir tendance à prendre trop de glucides. On transpire beaucoup, pour les assimiler, il faut beaucoup d'eau disponible, et quand il fait chaud comme ça, le corps en a plus beaucoup. Donc c'est vrai que globalement, c'est un peu ce qu'on a constaté tout le week-end. Les gens ont eu du mal à tenir leur plan de nutrition s'il n'avait pas été vraiment adapté, parce que c'est beaucoup plus dur quand même d'assimiler les glucides. Pour une autre raison aussi, c'est que le corps a besoin de dissiper la chaleur, et donc du coup il met un peu en stand-by la digestion, parce qu'il peut pas tout faire entre l'effort, la thermorégulation, la digestion, c'est un peu le truc qui fait passer derrière, parce que c'est pas prioritaire, on va dire, sur la survie. Donc c'est aussi une des explications. Donc pour les gens qui nous écoutent, quand il fait chaud, faut pas hésiter à baisser quand même un petit peu ses apports habituels. On est avec 2 athlètes qui sont d'origine de sports différents. Toi, Émilie, tu as commencé par le ski de fond que tu as fait à haut niveau. Toi, Pierre, on l'avait évoqué dans le podcast quand tu avais reçu le triathlon. Émilie, ça fait finalement assez peu d'années qu'on te voit sur le circuit. Comment tu as opéré la transition avec le trail, et est-ce qu'aujourd'hui tu te consacres à 100% à cette pratique du trail et avec une perspective de continuer à faire du haut niveau ? Oui, depuis 3 ans, je me suis quand même vraiment mis à la course à pied. Après, le ski, j'ai arrêté il y a 2 ans. Je faisais encore un peu de longue distance l'hiver. Et là, depuis cette année et l'année dernière, je bosse l'hiver, en gros, en ESF. Et après, je m'entraîne 100% trail l'été. Là, j'ai décidé cette année. Parce que l'année dernière, j'ai un peu bossé, on va dire, aussi l'été. Et là, cette année, je me suis consacrée qu'à ça cet été. Parce que si je dis pas de bêtises, tu as grandi dans une famille où ça a couru un petit peu, ton papa notamment. Oui, mon papa, il a pas mal... après le ski, pareil, il s'est mis un peu à faire des petites courses comme les Templiers et tout. Et on connaît un peu son nom. Il n'a pas juste fait les Templiers, il a gagné les Templiers. Je sais pas si beaucoup s'en rappellent. Je crois, si je dis pas de bêtises, c'est 2004 sa victoire. Mais oui. donc il n'y a pas grand monde dans nos auditeurs qui doivent le savoir. Mais ouais, c'est sympa. La première fois que j'ai vu ton nom, je me suis dit tiens, est-ce que c'est la fille d'Olivier ? Donc et puis après je me suis renseigné. Donc c'est cool de voir que ça se transmet de génération en génération. Mais là, c'est Olivier qui est en train de devenir le père de Émilie. Tout à fait. Une petite nuance qui est en train de changer. Non, quand même pas. Et tu dis que tu t'as arrêté de travailler du coup sur la partie un peu plus printemps, été, automne. Ouais.
Concrètement, c'est grâce à tes revenus l'hiver ou grâce aussi à peut-être ton partenaire Scott qui t'accompagne un peu plus? Oui, il y a ça aussi. Et il y a aussi que c'est vrai que je travaille un petit peu, mais c'est avec j'ai des gîtes en gros. Et du coup, je fais un peu de l'accueil et des ménages, mais sinon, ça me prend pas tout mon temps. Et oui, avec Scott plus les gîtes, c'est tip top. Et aussi Oversteam qui m'aide aussi. Et Hardloop. J'ai 2-3 petits. Bien le placement. Ouais, non mais parce que Tu auras le droit aussi, Pierre, de placer les. J'en ai pas. Pierre, tu as été champion de France cette année, tu continues de passer des caps d'année en année. Top 10 au marathon du Mont Blanc, je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes qui en rêvent. J'imagine que c'est une belle satisfaction pour toi et que ça te donne encore plus de motivation et de confiance pour la suite. Ouais, ça donne envie de voir un bon jour avec la capacité de pousser jusqu'au bout. C'est vraiment nous, c'est encore un peu de la survie. Alors j'imagine même pas derrière. Vraiment gros respect pour ceux qui finissent en 8 heures et compagnie parce qu'au bout de 4 heures, on est déjà complètement rincé. Mais ouais, faire une course pleine sur ce genre de format et passer un cap sur les formats 50K, voir ce que ça donne petit à petit. Où est-ce qu'on va vous revoir sur la suite de l'été et peut-être à l'automne, Émilie? Et la Restonica dans 10 jours. Et c'est pas l'objectif principal, mais après il y a l'OCC. Et les Templiers, j'aimerais passer sur 80. Ouais. Voilà. L'année dernière, j'ai abandonné, donc j'ai envie d'y retourner. Voilà. 22 ans après le papa. Ouais. Et Pierre? Et pour moi, Sierzinal en prépa au CC. En prépa, on peut manquer de respect, mais j'essaierai d'être en forme quand même. Sûrement l'UTMB à Nice pour la qualif au CC l'an prochain. Et aussi les Templiers, je l'ai jamais fait, donc découvrir un peu ce que ça fait de courir 80 km. Messieurs, un petit mot pour parler de parler du marathon du Mont Blanc, ou est-ce qu'on a fait le tour? On va peut-être donner les résultats du cross, non? On peut terminer effectivement par donner les résultats du cross qui, comme tous les ans, a une très très belle densité. Et malheureusement, le cross n'était pas en live sur le YouTube du marathon du Mont Blanc, chose qu'on peut regretter. Mais du coup, Nico, il va nous faire un petit brief sur ce qui s'est passé samedi matin. Faut que je fasse appel à ma mémoire parce que je n'ai pas les résultats devant les yeux. C'est Benjamin Paulin qui s'est imposé chez les hommes après une belle bataille avec Louis Puigvert, un jeune du team Salomon Next Gen. Troisième, le Suisse Nathan Vaner. Ouais, une belle surprise qui a terminé 11e des Europes de Up and Down il y a 2 semaines en Slovénie, qui a été surprenant. Ouais. Ouais, qui m'a pas tant surpris parce que vu son niveau pour faire le top 11 au niveau des championnats d'Europe, c'était pas forcément une surprise. Je l'avais mis dans les coureurs. En fait, il y avait pas de très gros noms au départ de cette course. Par contre, il y a une très très belle densité, donc on a assisté à une belle course. Et puis du côté des féminines, on avait une belle équipe Brooks, nous, de notre côté, qui était au départ, et notamment notre relativement jeune Suissesse qui est plutôt une coureuse sur route, Auria Leachi, mais qui fait quelques incursions sur trail dans la saison et qui du coup a remporté ce cross avant de faire un focus sur Sierzinal et puis où elle espère faire un sub 3 heures déjà et je lui ai demandé quel temps elle essayait de faire et elle visait, elle m'a dit du mieux possible et je pense comme toute Suisse elle rêve sûrement de remporter cette course et elle a devancé certainement une des futures pépites du trail français, Tiffaine Basile et puis la troisième, une Britannique Kirsty Dixon que je ne connaissais pas personnellement mais qui a fait aussi une belle course et puis on a assisté comme d'habitude à une super arrivée. C'est quand même incroyable pour ceux qui ont déjà je pense que c'est pour ça que c'est arrivé là-haut historiquement, parce que c'est vrai que c'est arrivé quand même à plan plat face au Mont Blanc, c'est quand même assez incroyable, si ce n'est le prix du télécabine pour monter. Je m'en souviens encore. Tout à fait. Peut-être Théo, allez, on va être un peu corporate. On a vécu de notre côté avec la Colibri Academy un magnifique week-end. C'est toujours un gros temps fort de la saison, ce marathon du Mont Blanc. On avait 7 athlètes qui étaient présents sur les différentes courses et on a eu plutôt des très bonnes et très belles satisfactions, notamment Jules Mongelas 6e sur le cross, mais aussi on a eu des belles performances sur la Young Race et puis aussi sur le marathon et sur le KV vendredi soir. Ouais, c'est vrai qu'on avait pas mal de courses à suivre, en plus des copains sur le 90, donc c'était un week-end très très chargé. Et effectivement, on a suivi Jules sur le cross du Mont Blanc. L'année dernière, ça s'était pas hyper bien placé pour lui. Là, il avait vraiment à cœur de prendre sa revanche. Et il nous a fait une course pleine, hein. Il nous a fait rêver. Il était
troisième à Montroc si je me Ouais. trompe pas. Il avait la grande banane en courant. On s'est dit peut-être que ça pouvait faire un podium, donc ça aurait été incroyable pour un jeune comme lui, surtout qu'il est de Saint-Gervais, qui bosse à Cham, donc c'est un enfant du pays, il est bien connu. Et voilà, il a quand même fait une très belle 6e place. On a vu que le niveau cette année était légèrement plus bas que l'année dernière. Il me semble que c'est une minute plus lent. Ouais, la gagne de cette année est 3 minutes plus lent que l'an dernier. Mais comme l'a dit Nico, une très très grosse densité entre le premier et le 10e, il y a assez peu d'écart. Ouais. Puis une petite différence, je crois quand même, je n'ai pas pris le temps d'analyser, mais au niveau de la flégère, il y avait un peu des travaux, donc peut-être que c'est un poil plus long. On analysera tout ça, on vous fera un retour dans le prochain. Mais ouais, c'était vraiment un parcours magique. Tu l'as dit, Nico, c'est vraiment absolument magnifique. Et après, pour ne pas parler que de ce qui se passe devant, moi j'ai une amie qui était en 3e vague sur les 6. Et par contre, elle a été confrontée à des petites problématiques, notamment de bouchons. Au final, elle s'est retrouvée vraiment à marcher. Alors, je sais pas pourquoi. Alors, en fonction de sa cotation, j'étais étonné qu'elle soit vague 3. Mais bon, c'était comme ça. Et c'est pour aussi parler de ce qui se passe, pas que à l'avant du peloton. Et parfois, on peut voir que les gens sont un petit peu déçus parce que du coup, ça provoque déjà beaucoup de marches. Et c'est un format qui est assez lent, puisqu'il y a beaucoup plus de montées que de descentes. Et c'est pas rare de voir des chronos aux alentours des 3h30, 4h pour déjà des bons sportifs. Et voilà, peut-être qu'il y a encore des améliorations à faire, je pense, sur le départ. Peut-être réussir à changer de type de départ. Pourquoi pas passer sur des départs type triathlon. Je sais pas ce que tu en penses, Pierre, genre du rolling start. Pourquoi pas laisser partir la tête en pack pour qu'il y ait un vrai fight. Et après, derrière, peut-être du rolling start ou des vagues un petit peu plus nombreuses avec des groupes un petit peu plus petits pour éviter les bouchons sur les parcours où ça monte notamment, et surtout où parfois il y a des goulots d'étranglement. Il y a beaucoup de singles, on le rappelle, c'est ce qui fait que le parcours est incroyable, mais c'est vrai qu'il n'y a plus une seule piste, ou quasiment pas, à part la piste sous la flégère, c'est quasiment que du monotrace depuis sous le col des montées jusqu'à l'arrivée, donc c'est vrai que c'est pas facile de doubler. Et puis bon, ceux qui ont fait déjà la descente du Béchar, c'est quand même pas une descente qui est cadeau, et c'est vrai que ça peut vite un peu créer des bouchons, quoi. Ou alors faut baisser le nombre de dossards, mais ça c'est beaucoup plus compliqué. Ça reste quand même la principale solution, en tout cas. On fera passer le message à l'organisation. Merci beaucoup Pierre et Émilie d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de vous suivre ce matin et de vous recevoir dans le podcast. On espère à une prochaine, et puis on vous souhaite une bonne préparation pour vos objectifs prochains. Merci à vous. Allez, on a terminé sur cette page Marathon du Mont Blanc. On va pouvoir vous parler un petit peu des actus qu'on a suivis aux US, et notamment avec la Western qui était très 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 attendue, avec notamment 2 Français, Vincent Bouillard et Thomas Cardin. Juste avant de débriefer un petit peu ça, vous le savez, la Hard Rock et la Western, c'est 2 courses légendaires, puisqu'on va aussi vous parler un petit peu de la Hard Rock. Mais est-ce que vous les connaissez vraiment bien? Pour lancer cette partie, je vous propose juste un petit quiz rapide en 5 questions sur la Western et la Hard Rock. J'espère que vous allez être bon. Première question, quelle est la course la plus ancienne? Mathieu, Mathieu, la Western, c'est une bonne réponse. En quelle année a-t-elle été en 74. Oh, Mathieu a bien révisé. Il est bon. Magnifique, la Hard Rock, la première édition en 1992. Deuxième question, dans quel état américain se déroulent les 2 courses? Nico, le Colorado pour la Hard Rock et la Californie pour la Western. Ils sont bons. Qui sont les athlètes à avoir remporté Qui sont les seuls athlètes à avoir remporté les 2 courses? Mathieu. Si j'ai bien fait mon taf, je pense que on va voir. Mathieu, Je dis-moi. pense pas que je les aurai tous, mais en tout cas, il y a Kylian. Oui. Et après, il y a Courtenay. Oui. Et j'en ai pas d'autres. Ludovic Pomeroy. Il a pas gagné la Western. Il y a la grande rivale de Bah non, Courtenay, c'était le premier français, Vincent. Putain. qui est Katie Shine. effectivement Katy Schell, qui est actuellement blessée malheureusement. J'en ai noté 3. Si on en a oublié, vous nous le direz dans les commentaires. 4e question, qui sont les recordman féminins et masculins du nombre de victoires sur la Western? Théo. C'est C'est Jim sur la Western. Non. Et c'est la question, il concerne la Western. Donc oui, Jim en garçon. Jim quoi, ouais. Tout à fait. Avec combien de victoires, Théo? 4. Non. Non, Je c'est dis Scott. non, c'est Scott. je me suis perdu dans mes Oui. Le recordman du nombre de victoires n'est pas Jim Wafley, c'était l'ancien recordman, on va en parler juste après, mais le recordman du nombre de victoires. C'est Scott Jurek. C'est une bonne réponse. Scott Jurek, qui a gagné 7 fois consécutivement dans les années 2000. Qui est la féminine qui a le record du nombre de victoires? C'est un peu plus compliqué. Comment elle s'appelle? Mais alors qu'elle a un plus grand palmarès que Scott Jurek. Mais ça date d'un petit peu plus longtemps. J'ai mangé son nom. Personne là, c'était Anne Trayson.
qui a cumulé 14 victoires en 15 ans à partir de 1989, qui a établi le record de la course qui tiendra 18 ans en 17h37, qui a été finalement battu et amélioré par Ellie Greenwood en 2012 en 16h47, puis bien sûr par Courtney en 2023 en 15h29 et désormais, comme on va vous le dire, par Jennifer Lichter qui a battu le record de Courtney. Le record masculin était détenu par Jim en 14h09. Et le premier homme à passer sous les 15 heures, c'était Timothy Olson en 2012 qui avait couru en 14h46. Dernière question, combien de Français et de Françaises ont remporté la Hard Rock? Nico. Ludo Pomeray. Oui. Julien Chaurier. Oui. François Den. Oui. Caroline Chavreau. Oui. Aurélien Dunant. Oui, bonne réponse. T'en manques un. C'était en 2013. Il courait sous les couleurs. Alors à l'époque, je crois que c'était même sûr, c'était The North Face. Ah, Seb Chéniaud. Bonne réponse de Nicolas Martin. C'était Sébastien Chéniaud en 2013. La Western, jusqu'à présent, c'était 0. Mais là aussi, comme on va le voir, ça a été remporté par Vincent cette année. Et puis une dernière petite colle pour finir. Quelles sont les 2 Françaises à avoir terminé 3e de la Western? Les 2 Théo. seules Françaises. Théo? Il y a Camille. Mauvaise réponse. Terrible, 0 point. C'est compliqué, c'est un peu la génération de Nico encore malheureusement, mais la première c'était en 2005, d'ailleurs il me semble que c'était une des premières françaises à y participer, et la deuxième c'était en 2014, une française qui a été championne du monde de trail. Alors il y a Nathalie Mauclair, je pense. Parfait, ouais, c'est Nathalie Mauclair en 2014 qui a terminé 3e de la Western. Karine Herry peut-être. Il est monstrueux, c'est une bonne réponse. Il connaît ses classiques le monsieur. Et ben justement, on va parler de on va faire un petit point un peu plus important sur la Western. On s'est tous levés ce matin, et notamment avec Théo, puisqu'on était dans le même chalet. On a regardé notre portable et puis on s'est dit qu'est-ce qui s'est passé sur cette Western, puisque on a vu le Français Vincent Bouillard l'emporter, et surtout l'emporter dans un chrono stratosphérique de 13h46, et donc de battre le record de Jim qui était en 14h09. Rapidement les gars, est-ce que Vincent est-ce que vous l'aviez mis dans vos favoris pour la gagne finale? Non, franchement, pas forcément. Vincent, jeune papa, donc pour moi, c'est synonyme quand même de fatigue, mais il semble qu'il a trouvé un bon équilibre. Et quelques heures avant le départ, dans son interview d'avant-course, il disait qu'il était dans la forme de sa vie, puis les conditions semblaient réunies pour faire un gros chrono, mais bon, il y avait quand même toute l'armada américaine qui était là pour contrecarrer ses plans, et il semblerait que sa gestion est bien payée, mais j'avoue qu'il m'a surpris. Nico, on a fait des pronos dans le chalet Brooks le vendredi soir, et j'ai annoncé, je me suis pas prononcé sur lequel, mais bon, il y en avait que 2, sur la première victoire d'un Français à la Western, parce que ouais, je sais pas, je sentais bien Vincent. Si on m'avait demandé de choisir, j'aurais plutôt dit Vincent, parce que je savais que Thomas avait abordé plus, il l'avait dit de toute façon, que c'est un projet 2 ans et qu'il abordait un peu plus en mode faire top 10 cette année pour y retourner, découvrir la course. 4e, c'est top 10 sous le record de Jim. Donc non, ouais, je suis pas vraiment surpris, parce que je les avais trouvés très impressionnants à Chianti en début de saison, notamment Thomas, mais Vincent avait encore, je crois, quelques petits soucis au niveau de gastrique à Chianti, qu'il a complètement résolu maintenant, et aussi très intelligent. Je pense qu'il avait cette volonté d'être devant, mais il a peut-être su temporiser quand certains étaient trop focus sur la gagne. Je connais pas super bien la course, j'y suis jamais allé, mais je pense que faut vraiment une course, faire preuve de beaucoup de sang-froid, de peut-être pas toujours suivre les attaques en acceptant de laisser partir des gars, et en avoir confiance en soi en se disant que ça allait revenir. J'avoue que j'ai pas eu le temps de débriefer comment c'était passé, parce que quand je me suis couché, c'était plutôt Francesco qui me semblait un peu revenir sur Hans Troyer, qui était encore en tête à ce moment-là, et puis finalement je pense que Vincent dans les derniers kilomètres est revenu sur Francesco pour aller s'imposer. Ouais, Vincent qui avait annoncé juste avant la course qu'il était dans la forme de sa vie, il l'a plutôt bien confirmé. Et puis Thomas Cardin qui venait avec toute modestie pour faire un top 10, essayer de se requalifier pour l'année prochaine et y aller avec un objectif de performance. Alors 4e en 14h08 sous le record de Jim. Et surtout j'ai noté la petite stat, c'est que le meilleur chrono pour un freshman, donc les freshmen c'est les athlètes qui pour la première fois participent à la course, le record du premier freshman c'était Caleb Olson qui avait fait un chrono en 14h40, et donc Thomas Cardin devient
le premier freshman avec le meilleur chrono sur une western. Donc qu'est-ce que ça va donner l'année prochaine si on estime qu'il va décider d'y retourner? Pourquoi pas passer sous les 14 heures? Et on le rappelle aussi, un top 4 qui est passé sous le record avec la deuxième place de l'Italien Francesco Pupi, 3 Européens dans le top 5, la troisième place de Ryan Montgomery, l'Américain, en 13h53. Juste peut-être faire un point sur les conditions météo, puisqu'on va le voir après, les féminines ont aussi couru très vite. On a annoncé des températures bien plus faibles que les années passées. J'ai une source qui m'a dit que l'année où Jim avait battu le record en 14h09, les conditions météo ressemblaient plus ou moins à celles qui avaient été qui était cette année, ouais. Exactement. Donc les chronos sont juste stratosphériques. Ouais, tout à fait. Bon, après, je pense que c'est une course qui a vraiment bénéficié quand même des nouvelles types de mousse qu'il y a aujourd'hui, des nouvelles chaussures. Je pense que quand même sur un parcours comme ça, tous ceux qui ont déjà couru avant et maintenant avec les chaussures, quand même, je pense que sur un parcours type 90 du Mont Blanc, c'est peut-être pas des différences énormes, mais sur un parcours style western où ça court quand même vraiment vite, je pense qu'il y a un peu ce phénomène. On a parlé du cooling, tout ce genre de choses, même si c'est très ça fait longtemps qu'ils font ça sur la western, ça s'est peut-être amélioré, les protocoles chaleur. Je sais que je connais assez bien Thomas Cardin, il a fait énormément d'acclimatation à la chaleur et je pense qu'il y a tous ces éléments-là. Par contre, oui, les conditions, clairement, de toute façon, même en étant acclimaté, quand on court par 35 degrés, on va pas aussi vite que quand on court par il faisait des temps. Moi j'ai bien l'habitude de regarder souvent et c'est vrai que cette année c'était assez impressionnant, ils étaient pleins, enfin surtout sur le bord évidemment, ils étaient en doudoune, habillés. C'est vrai que c'est assez rare à la western, c'est plutôt tout le monde est en t-shirt et c'est vrai que ça a donné des conditions assez parfaites et bon, on a un peu l'impression que le climat s'est inversé entre la Californie et Chamonix, puisque il faisait je pense plus chaud cette année, nettement plus chaud dans la vallée de Chamonix qu'au niveau de la western. Et là aussi, une première victoire chez les féminines. Jennifer Lichter qui participait à son premier 100 miles. L'athlète de ACG Nike qui a couru en 15h28 et qui bat le record de Courtenay à 1 minute 30. On en discutait tout à l'heure, Nico, sur le live que vous avez vu en vous levant le matin. Elle a terminé au sprint, donc elle devait avoir été mise au courant du fait qu'elle pouvait battre le record de Courtenay. Donc là aussi, un record qui est tombé. L'américaine Riley Brady, elle aussi chez ACG Nike, deuxième en 15h42. Et puis Marianne Hogan qui reclaque une troisième place après sa troisième place de l'an passé, mais en améliorant son chrono de 1 heure. Je pense que si on lui avait dit qu'elle courrait 15h51 et qu'elle finirait troisième, elle n'y aurait pas cru. Elle aurait sûrement dit qu'elle allait gagner la course. Donc une nouvelle place d'honneur pour Marianne Hogan, qui elle aussi accumule les places d'honneur, mais après ces récentes et ces récents problèmes physiques, c'est chouette de l'avoir de retour à très haut niveau. J'avais une question pour vous et on terminera là-dessus sur la partie américaine. Est-ce qu'avec cette victoire de Vincent Bouillard, est-ce que Vincent rentre déjà au panthéon des plus grands athlètes de l'histoire, lui qui, on le rappelle, a remporté l'UTMB en 2024? Qui veut se lancer sur cette petite question? Je me lance. J'ai dit en rigolant ce matin, il a fini le jeu, quoi. C'est vrai que il s'est plutôt dirigé directement vers l'ultra. Donc c'est vrai qu'il a pas forcément une carrière progressive. Donc il est arrivé directement là. Il n'était pas complètement inconnu quand il a gagné l'UTMB pour les connaisseurs, mais quand même de là à le voir gagner l'UTMB, c'est toujours dur aussi d'arriver comme ça, de confirmer. C'est vrai j'en ai parlé brièvement, il a eu un peu des ennuis gastriques les 2 dernières saisons. C'est vrai que l'année dernière, quand il finit 10e, si je dis pas de bêtises, au championnat du monde, il est très très diminué, il arrive pas trop à manger toute la course. Enfin, Mathieu était dans l'équipe, il sait sûrement mieux que moi, mais c'est vrai que il est hyper impressionnant. Et puis on est toujours en train de se dire, est-ce que c'était pas juste un peu le syndrome de l'imposteur, même si bon, pour moi on peut pas faire le chrono qu'il avait fait à l'UTMB sans avoir des qualités monstrueuses, mais c'est pas forcément facile de confirmer. Et là il vient vraiment fort. Il rêvait, il avait dit de gagner devant Jim. Bon, malheureusement Jim a abandonné, mais ouais, c'est quelqu'un qui a aussi peut-être, je sais pas comment dire, mais pas grandi avec tous les coureurs, et il a peut-être pas aussi je sais pas, moi j'ai vécu ça un petit peu dans ma carrière, ce syndrome d'être un peu moins fort que ceux qui gagnent toujours et tout. Je pense que Vincent, il est arrivé, bam, il claque la course, et je pense qu'il se met pas de barrière du tout dans sa tête en se disant ouais, Jim c'est une légende de cette course, mais en vrai je peux le battre. Et je pense qu'il y a aussi ça, et puis mentalement c'est un monstre, je pense, au-delà de son physique aussi. Les gars, peut-être pour compléter, Mathieu, toi qui l'as peut-être un peu côtoyé aussi sur
sur Annecy. Je sais pas si tu as partagé quelques séances avec lui cet hiver ou au printemps, mais il continue d'impressionner. On était déjà impressionné sur son moins de 20 heures à l'UTMB, mais là, très clairement, je pense qu'il a impressionné nous, mais surtout le monde entier. Ouais, clairement. Et Annecy, il s'entraîne quand même assez souvent solo parce que je pense qu'il a un rythme de vie qui est assez chronométré. Il a des priorités, je pense, qui sont très orientées autour de sa famille et de ses projets perso. Et donc, c'est un fantôme des fois qu'on voit passer encagoulé dans les rues de Chamonix, mais il s'arrête pas, ça court à 15 km/h. Et puis quand il va skier, c'est avant qu'il fasse jour cet hiver, donc on n'a pas partagé trop de séances. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance de le côtoyer un petit peu en équipe de France et c'est quand même un personnage qui est inspirant parce que tout est réfléchi. Il prend pas la parole s'il connaît pas le sujet, il sait pas de quoi il parle. Et quand Vincent a quelque chose à dire, généralement tu l'écoutes parce que il y a des chances que ce soit très pertinent. Et tous ses choix, ils sont faits parce que il s'est posé des questions. Enfin, tout ce qu'il fait, c'est issu de choix. Et pour revenir sur la question de départ du débat, ce qui rentre au panthéon des meilleurs de ce sport, je pense que les noms qui sont sur la liste, qui ont gagné à la fois la Western et l'UTMB, qui sont les deux courses ultra les plus compétitives au monde selon moi, à part Kylian et Courtenay et Jim évidemment. Je crois que soit il y en avait déjà 4, soit c'est le 4e, il me semble, j'ai vu la stat. Il y a Cathy du coup. Et Cathy, ça doit être, il y en avait 4, et ça doit être le 5e. Il y avait 2 filles et voilà, c'est le 2e homme, donc 3e homme. Il a pas un palmarès, 3e homme. Il a pas un palmarès à rallonge en ayant gagné toutes les courses du monde, mais il a gagné les plus belles, donc je pense que directement ça le classe parmi les tout meilleurs et les plus beaux palmarès de ce sport. C'est aussi quelqu'un qui court assez peu, qui prend assez peu de dossard. Il l'expliquait aussi dans son interview d'avant-course où il disait que lui c'était vraiment pas une façon de le mettre en confiance de faire des courses de prépa et je trouve que sur cet aspect-là aussi c'est assez inspirant et alors il y a beaucoup d'athlètes qui sont pas trop capables de le faire. La pression du dossard elle est souvent assez importante et la pression aussi du résultat et de peut-être aussi des dossards et de l'entourage. Mais arriver à faire une prépa dans son coin, dans l'ombre un petit peu comme t'as dit Mathieu et claquer une performance juste stratosphérique, c'est assez inspirant je trouve. Peut-être qu'on peut rajouter aussi quand même que c'est l'un des seuls à ce niveau-là à continuer de travailler à mi-temps, il me semble, chez Oka. Et ça c'est quand même quelque chose d'assez important. Alors il mène un double projet qui a l'air de le passionner et de le combler, mais c'est quand même assez rare pour être noté parce qu'aujourd'hui quasiment tous les athlètes de très très haut niveau sont consacrés à 100% vers leur performance, quoi. Donc boulot à mi-temps plus jeune papa, franchement chapeau bas parce que c'est une masterclass. Ouais, et ça montre aussi que c'est pas incompatible de garder une activité pro à côté, bien sûr en étant organisé et en ayant sûrement un employeur compréhensif, mais comme quoi le vouloir absolument passer 100% professionnel n'est pas l'unique ou en tout cas n'est pas forcément la solution. On a fait le tour sur la Western, peut-être rapidement faire un petit mot sur la drogue, même si on vous en parlera dans un prochain épisode, bien sûr, avec le débrief de la course. Il y a un duel qui s'annonce entre Ludo Pomeré et Tom Evans, d'ailleurs, qu'on a vu beaucoup s'entraîner ensemble, partager des moments de reco. On les a vus s'amuser aussi en story. Est-ce que Ludo va être capable de sortir Tom Evans sur la hard rock quand on voit à quel point Tom est prêt et en confiance surtout, notamment aussi après sa victoire à l'UTMB. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va pouvoir donner. J'espère qu'ils vont pas finir main dans la main en tout cas. Mais au niveau de Tom, on sait que il aime tout calculer, il aime tout paramétrer et qu'il a fait, je pense, il a essayé de mettre tout en place pour performer dans ces conditions qui sont vraiment particulières. On le rappelle, la course passe beaucoup de son temps au-dessus de 3000 mètres d'altitude, je crois l'intégralité, des passages à plus de 4000 mètres d'école. Donc cette altitude, c'est un des facteurs clés de performance sur cette course. Et quelque chose qui est sûr, c'est que Ludo, lui, il craint pas ça et que ça le dérange pas puisque il a déjà gagné la hard rock et on a vu des vidéos assez rigolotes où il met des sprints au niveau des cols pour détacher ses concurrents. Donc on sait que Ludo craint pas l'altitude. Est-ce que Tom, en ayant beaucoup travaillé, va aussi bien passer? C'est un peu la question qu'on se pose et qu'on a hâte de suivre l'hard rock pour avoir la réponse. Et Tom, du coup, en cas de victoire, qui pourrait rejoindre Kylian, Courtenay et Cathy dans le cercle très fermé des athlètes à avoir remporté UTMB, Western et hard rock. On a fait le tour sur cette partie américaine. On va rapidement terminer avec un petit zapping des actus chaudes du moment et savoir si les membres de l'équipe cliquent ou pas sur ces actus. On a vu récemment l'annonce de François Daen qui veut tenter de rebattre le record du GR20 qui devrait d'ailleurs avoir lieu d'ici une petite semaine, je crois, en tout cas dans pas très longtemps.
Lui qu'il avait déjà battu il y a quelques années, il s'était fait battre et prendre le record par le local Lambert Santelli en un peu plus de 30 heures, si je dis pas de bêtises. Donc François qui va le retenter. Et surtout Aurélien Dunampalaz aussi, qui on sait depuis quelques années que c'est un projet qui le stimule et qui le fait envie. Il a enfin annoncé. Donc il lui tentera aussi de battre le record du GR20 en septembre. Est-ce que ça vous hype un petit peu ces tentatives de record de FKT? Moi, je vous avoue que j'aurais préféré, et en tout cas j'aurais adoré, même si les records sont faits pour être battus, que on laisse le record à Lambert, qu'on s'embête pas. Il a battu son record, il a fait un magnifique chrono. On lui laisse ça et puis on va pas l'embêter sur ses terres. Non, mais pour avoir participé à une tentative de record du GR20 avec Xavier, c'est quand même des émotions qui sont encore différentes de ce qu'on peut vivre en course en partageant avec son staff, parce que là, il y a des pacers. Donc maintenant, c'est limité à 2 pacers par section sur la Corse. Mais je comprends ces athlètes qui ont envie de sortir aussi du modèle de course où on se bat contre les autres. Et là, on se bat juste contre un chrono et vivre ça, franchement, avec des pacers, et c'est quand même quelque chose qui multiplie les émotions d'avoir des gens avec qui courir. Et c'est toujours des beaux projets qui transcendent, je pense, vraiment les athlètes. Et c'est sûr que nous, on est des amateurs de performance et de compétition, donc on aime quand il y a des combats. Mais pour avoir déjà participé à des choses comme ça, je comprends qu'ils aient envie de sortir de temps en temps d'une année pas focus sur des gros rendez-vous de compétition, mais de se faire des projets perso. En plus, Aurélien Dunampalaz, il va quand même mixer la performance de haut niveau, puisqu'il va aller en Corse, normalement faire le 110 km. Et enchaîner derrière par la tentative du GR20. Donc comme quoi on peut aussi mixer les deux possibilités de saison en faisant du haut niveau en compétition et aussi faire un projet perso avec un FKT. Donc en vrai ça fait carrément sens. Nico, est-ce que tu penses que le record sera battu? Ouais, la perf de Lambert est très solide, mais je pense que c'est assez accessible en sachant que on n'est plus vraiment à armes égales. Il l'a dit, il y a seulement 2 pacers maintenant. Lambert, il avait beaucoup de pacers et surtout des gens qui connaissent parfaitement le terrain. Pour ceux qui sont déjà allés sur le GR, c'est quand même un élément qui est loin d'être négligeable parce que c'est assez compliqué de suivre le sentier, parce que c'est très technique. Donc il faut souvent regarder ses pieds. C'est vrai que c'est très important d'avoir quelqu'un qui ouvre le chemin pour savoir où il faut aller. Mais voilà, moi j'aurais rêvé d'un truc, c'est qu'ils les fassent les deux en même temps. Ouais, ça aurait été énorme. Comme ça, ils auraient pu avoir 4 pacers, 2 chacun. Non, mais c'est moi j'ai jamais été trop fan de ça. Après le GR20, c'est un truc qui a du sens. Moi, ce que j'ai un peu du mal, c'est les records de jamais personne l'a fait. Bon, ok. Le GR400 dans le Cantal, par exemple, que je vais bientôt tenter. Ouais, non, mais c'est après, je comprends que ça puisse avoir du sens et tout, mais je sais pas. Tu vois, moi, j'ai un massif autour de chez moi qui s'appelle l'Obiou. Bon, si un jour je fais le truc, je le ferai quoi, comme ça, mais sans forcément en parler quoi. D'ailleurs, en parlant de FKT, on a aussi assisté à un nouveau record, le record d'Iris PC, qui a battu le record de l'ascension du Mont Blanc en 5h02, qui s'est fait le petit plaisir de descendre en parapente. Voilà, nouveau record sur l'ascension du Mont Blanc, qui lui, pour le coup, est un record qui a été tenté maintes et maintes fois. Iris, qui a d'ailleurs participé aux 90 km du Mont Blanc et qui a terminé à une 11e place seulement quelques jours après ce record. C'était en tout cas important de le souligner, la très belle perf d'Iris PC. En ce moment, il y a Aurélien Sanchez, le grand amateur, lui, des grandes et belles aventures, qui est en train de tenter le Pacific Crest Trail aux États-Unis, qui d'ailleurs que vous pouvez suivre sur son Instagram et aussi sur le YouTube de UpTrack, notre partenaire du jour, qui résume un petit peu chaque semaine comment se passe l'aventure d'Aurélien, lui qui est suivi par sa copine et son beau-père, si je dis pas de bêtises, qui est parti pour une aventure d'à peu près 40 jours. Il est toujours sur les temps du record de l'américain, de Karel Sabé, qui n'est pas américain, qui est belge, effectivement. Donc on va continuer de suivre ça et on vous invite à aller suivre ça sur le YouTube de UpTrack. Et puis petite dernière news, on a vu l'annonce du retour de Mathieu Blanchard à la Diagonale, qui a été annoncé par l'organisation, en sachant que lui a quand même souhaité nuancer en précisant sur ses réseaux que c'était une possibilité parmi d'autres. Est-ce que ça vous ferait kiffer de revoir un Mathieu Blanchard sur la Diag 2 ans après l'avoir remporté? Moi, je préfère le voir à l'UTMB si on doit choisir entre les deux. Moi, je suis curieux de voir son niveau après toutes ses aventures en off, notamment les aventures polaires. Et c'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu mettre un dossard sur un plateau avec beaucoup de haut niveau. Donc, s'il est au top de sa forme et qu'il vient à la Diag et qu'il y a du beau monde pour venir se fight avec lui, ouais, bien sûr, ça fera plaisir de regarder ça mi-octobre.
Parfait. Eh ben merci beaucoup les amis. On va clôturer là-dessus. Malheureusement, on a plus trop de temps. On doit libérer le plateau. J'aurai pas le temps de vous faire mon fameux qui suis-je, mais je vous le garde bien sûr au chaud pour le prochain épisode. Merci beaucoup à notre partenaire UpTrack de nous avoir gentiment préparé ce beau plateau. On a été très heureux de vivre cet événement et surtout de vous proposer un épisode exclusif en présentiel. J'espère qu'on pourra réitérer ça et il y a de grandes chances qu'on réitère ça à l'UTMB d'ici quelques semaines grâce aussi encore à notre partenaire UpTrack. Petit rappel Mathieu, tu te rappelles du code que les auditeurs auditrices peuvent utiliser sur UpTrack? Le code c'est tout simple, c'est LTQA pour bénéficier de 3 mois d'abonnement offert sur un abonnement annuel. Magnifique, il connaît ça par cœur. Merci beaucoup les amis, on se donne rendez-vous du coup fin août à Chamonix. D'ici là, portez-vous bien. Et profitez surtout et respectez l'environnement qui vous entoure. Gardez en tête que le trail c'est bien, mais que le trail qu'on aime c'est mieux. À bientôt.